Le président de la République, Alassane Ouattara, est en déplacement en France. Le chef de l'État va prendre part à la COP21 qui s'ouvre le 30 novembre prochain. Le président ivoirien portera la voix de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle de l'Afrique à cette conférence. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, en séminaire à Yamoussoukro, fait son bilan. Les partenaires nationaux et internationaux sont unanimes. La LDR est un modèle de réussite à partager. Une entreprise chinoise spécialisée dans le domaine des TIC vient d'offrir un laboratoire de réseau mobile à l'École supérieure africaine des TIC. Le laboratoire a été inauguré aujourd'hui. 2 semaines jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis, la France rend un hommage national aux 130 morts et aux 350 blessés dénombrés lors de ces attaques. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en France. Il va prendre part à la COP21, la 21e conférence des partis sur le climat qui s'ouvre le 30 novembre prochain. Le président ivoirien portera la voix de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle de l'Afrique à cette conférence. Il fera des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique, nous explique Abiba Dambélé-Saoui. Alassane Ouattara, le président ivoirien, sera au nombre de 147 chefs d'État annoncés à ce rendez-vous crucial sur le réchauffement climatique. Lors de la réunion préparatoire sur la COP21, tenue en marge du sommet sur la migration à Malte début novembre, le président ivoirien avait déjà bon espoir de l'aboutissement des négociations. Il faut qu'on s'y mette tous pour faire aboutir cette conférence qui est importante pour le climat, mais pour l'humanité. Nous allons tous nous engager pour que la conférence de Paris soit un vrai succès, surtout dans l'intérêt de l'Afrique. Et justement, pour défendre les intérêts du continent africain, à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, le chef de l'État ivoirien fera des propositions à ses pairs. C'est d'encourager les grands pollueurs à polluer moins, d'aider les pays africains à développer des énergies renouvelables et de mettre en place également un fonds qui puisse financer ces énergies renouvelables. Il y va de l'intérêt de l'humanité, parce qu'en réalité, l'Afrique n'a pas pollué, pollue très peu par rapport aux autres. Et nous ne devons pas, nous, être en retrait, et nous devons avoir toutes les ressources nécessaires pour qu'en nous développant, nous fassions moins de pollution que ceux qui se sont développés le 19e et au 20e siècle. Preuve que la Côte d'Ivoire est déterminée à améliorer le climat. Une délégation composée d'experts prendra part aux négociations. Elle traduira l'engagement du pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030 et pourquoi pas de 36% en cas d'appui financier extérieur. Dans un contexte d'alerte maximale face à la menace terroriste, Paris, la capitale française, sera sous haute surveillance pour la tenue de la COP21, la 21e conférence des partis sur le climat. Au total, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, en plus de l'interdiction de la grande manifestation pour le climat prévue se tenir ce dimanche 29 novembre, jour où démarreront les travaux. Nous prenons la direction du Royaume-Uni où le président du Parlement ivoirien est en visite. Hier, Soro Guillaume s'est rendu en Irlande du Nord pour s'imprégner du fonctionnement du Parlement de cette province du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord qui a connu plusieurs années de conflits, nous dit notre envoyé spécial Michel Digré. Parlement de l'Irlande du Nord, une bâtisse qui impose le respect. Mais quand on y entre, c'est plutôt le mode de fonctionnement de l'institution qui fascine et un seul mot qui revient sur toutes les lèvres, le consensus. Tout est basé sur le consensus. Après le moment de violence qu'ils ont connu, aujourd'hui ils sont arrivés à un accord depuis 1998 qu'ils appellent l'accord du Vendredi Saint, qui permet à ce pays aujourd'hui de vivre en paix et une paix durable. Des décisions, même les plus dures, qui se prennent par consensus. Je voudrais donc pouvoir inviter notre Assemblée et par-delà l'Assemblée, le peuple de Côte d'Ivoire à aller au consensus sur les décisions les plus difficiles. La coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle de l'Irlande du Nord est ainsi scellée.
Pour nous, ces visites internationales sont d'une grande valeur pour nous parce que notre avenir, c'est de mieux comprendre les différentes cultures et c'est grâce à votre cadeau que nous avons bien le noter. Notre pays, la Côte d'Ivoire aussi, a connu beaucoup de difficultés. Nous avons aussi connu une guerre civile. Aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après, nous avons tourné la page par une élection démocratique transparente que nous avons tenue le mois dernier. Et nous aussi, comme vous, espérons, n'est-ce pas, marcher, aller de l'avant dans l'intérêt non seulement bien compris de nos populations, mais aussi de toute la sous-région. L'Irlande du Nord est une province du Royaume-Uni qui compte 1 800 000 habitants pour 108 députés. Loin du Royaume-Uni, l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, en séminaire à Yamoussoukro, fait son bilan. Les partenaires nationaux et internationaux sont unanimes. L'ADDR est un modèle de réussite à partager. Le désarmement des ex-combattants, leur réintégration, autant d'activités évoquées pendant ces 2 jours de séminaire. Notre envoyé spécial est Sidonie Davila. La réussite du concept DDR, désarmement, démobilisation et réintégration post-crise, une expérience unique en Afrique, un cas d'école, ont conclu les experts au terme de 2 jours de travaux. Le présent séminaire international sur le processus DDR ivoirien a servi de tribune à l'équipe dirigeante de présenter les acquis. Cet résultat est le fruit du travail de tous les partenaires qui se sont accordés sur un but commun: assurer la réintégration socio-économique durable de tous les ex-combattants. La mission DDR, une tâche pas toujours aisée, facilitée par une implication et une disponibilité des partenaires. Les mandats confiés aux opérations de maintien de la paix ont accordé une place de plus en plus importante au processus de DDR. Ceux-ci font désormais partie intégrante des efforts de consolidation de la paix après un conflit, tant pour la stabilisation immédiate de la situation dans un pays que pour son développement à plus long terme. Une performance qui constitue un réel motif de satisfaction pour le gouvernement dont l'engagement, et ce au plus haut niveau, a été un facteur important. Volonté politique réaffirmée par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette belle performance a contribué à améliorer la sécurité et le climat de paix dans le pays. Pour arriver à ce résultat, le DDR en Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs facteurs favorables. C'est le lieu de saluer l'engagement personnel du président Alassane Ouattara dans le suivi de ce processus. Il s'agit ici, pour nous, de raconter notre histoire, notre cheminement, en espérant que notre parcours retiendra l'attention des spécialistes et des décideurs. La contribution de l'État et des partenaires dans ce processus durant ces 3 années d'action du DDR ont permis d'insérer et d'intégrer 69 506, soit un peu plus de 93% des ex-combattants existants dans la base de données. Le modèle ivoirien, apprécié de tous les experts nationaux et internationaux, continuera d'alimenter d'autres processus dans le monde. Pour l'heure, le concept DDR post-crise se poursuit avec la mise en place d'une cellule de coordination, de suivi et de réinsertion pour une sécurité et une paix durable, CCSR. La commission électorale indépendante a clôturé aujourd'hui sa rencontre entamée depuis mercredi dans la capitale politique. La CEI était à Yamoussoukro pour évaluer le processus électoral, une réunion qui intervient 1 mois après la tenue du scrutin présidentiel. On retrouve Sidonie Davila. La commission électorale indépendante CEI ménage sa monture pour des échéances futures. Sur la base du bilan du scrutin dernier, des réflexions ont été menées pour en sortir des recommandations. Les principales recommandations concernent une réforme des textes. La CEI envisage également la révision de la liste électorale, puisque comme le code électoral le dit, la révision de la liste électorale se fait annuellement. Il s'agit également d'accentuer la formation de nos membres et de nos agents.
et enfin de rendre la sensibilisation plus proche des populations. Ces résultats sont le fruit de 3 jours de travaux des agents techniques et des commissaires centraux de la CEI. Ils serviront de repère à l'institution à la grande satisfaction du président Youssouf Bakayoko. Je constate avec satisfaction que ces réflexions nous ont permis d'arriver à des constats, je dirais, fort intéressants. Je puis affirmer que pour ce qui est des recommandations, je ne ménagerai aucun effort pour en assurer le suivi, y pousser les réflexions en interne afin de les traduire en actes concrets. L'atelier d'évaluation interne du processus électoral, une rencontre privilégiée pour le premier responsable de la CEI de féliciter ses agents pour les efforts fournis lors de la présidentielle, élection apaisée et de maturité qualifiée par les observateurs. On en arrive à l'un des titres de cette édition. Une entreprise chinoise spécialisée dans le domaine des TIC vient d'offrir un laboratoire de réseau mobile à l'École supérieure africaine des TIC. Le laboratoire a été inauguré aujourd'hui. Le ministre des TIC, Bruno Koné-Nabagné, a procédé à la remise officielle des clés de l'établissement en vue d'accroître ses capacités de formation. Dramous Koné, Franco Adio. Un laboratoire de réseau mobile, désormais à l'ESATIC, École supérieure africaine des TIC. Équipé d'un module de transmission, ce laboratoire, dont de l'entreprise chinoise Huawei à la Côte d'Ivoire, permettra d'être à la pointe de la formation dans l'univers des TIC. En renforçant les capacités de formation de l'ESATIC avec ses équipements de dernière génération, vous mettez notre structure nationale de formation en TIC pratiquement au même niveau que les meilleurs centres de formation dans ce domaine dans le monde. Pour nous, cela arrive au bon moment, car l'ESATIC figure au nombre des 32 centres d'excellence dans le monde sélectionnés par l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, et nous avons donc le devoir de mériter la confiance faite à notre pays et faite à cet établissement. Un don de la Chine. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, l'inscrit dans le cadre de la coopération, mais surtout aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, et cela dans tous les secteurs. On a déjà mené la coopération avec le gouvernement ivoirien dans le champ de Kokotou et on va travailler davantage. Les deux gouvernements, chinois et ivoiriens, doivent également renforcer la coopération dans l'agriculture. Le ministre des TIC, Bruno Nabagné-Koné, a profité de cette occasion pour remettre les clés d'une salle informatique et d'une salle multimédia à l'établissement. Des salles conçues et équipées sous expertise de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT. Il y a 2 salles, une salle informatique qui permet aux étudiants de se familiariser à l'usage de tout ce qui est outils informatiques, logiciels informatiques et autres, et la salle multimédia pour tous les usages multimédia, la visioconférence, le téléenseignement, et l'apprentissage de cours de langue en ligne. C'est un sentiment de fierté, mais c'est surtout pour tous les étudiants et pour toute la communauté scolaire un sentiment de joie parce que nous avons des équipements qu'on retrouve dans les meilleures écoles et les meilleures universités dans le secteur des TIC dans le monde. Le laboratoire de réseau mobile, un don à hauteur de 231 millions de francs CFA au bénéfice de l'ESATIC, qui vient d'obtenir l'habilitation de 3 licences par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des licences bientôt soumises au CAMES pour évaluation en juin 2016. Et comment connaître l'emplacement des fibres optiques et autres câbles enfouis dans le sol? Une plateforme existe désormais pour orienter les acteurs du secteur des réseaux enterrés. Cette action est le fruit d'un groupe de travail mis sur pied par le Comité national de télédétection et d'information géographique. On en sait plus avec Grace Kando. Les réseaux enterrés sont notamment des fibres optiques, des câbles de téléphone qui sont enfouis dans le sol. Ces outils sont indispensables à l'assainissement des villes, au transport de l'eau, du gaz et les transferts de données numériques.
Mais les acteurs du secteur rencontrent des difficultés de coordination dues à l'absence de plateformes d'échange entre les collectivités locales, les exploitants de réseaux et les entrepreneurs en charge des travaux. Pour combler ce vide, un groupe de travail sur l'identification des réseaux a été mis sur pied par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG. 11 mois après, l'heure est à la restitution. On aura des tests qui vont réglementer la pose des réseaux enterrés en Côte d'Ivoire. On aura un portail qui va faire la cartographie détaillée de tous les réseaux enterrés en Côte d'Ivoire. Et ce portail, c'est un outil qui sera accessible par l'État et tous les acteurs des réseaux enterrés. Donc chaque fois qu'il y a un projet qui sera mis en place, ils vont consulter dans un premier temps cette cartographie qui va leur permettre de pouvoir diminuer les coûts en termes de déplacement des réseaux enterrés. L'élément nouveau, c'est déjà le géoportail, donc qui est comme un guichet unique par lequel toutes les entreprises et tous les porteurs de projets passeront dorénavant. Les résultats de ces travaux vont contribuer à la mise en œuvre des projets de développement des infrastructures. L'initiative prise par le CNTG, nous la saluons parce que ça va nous permettre donc d'abord d'avoir une cartographie des réseaux enterrés et sur la base de cette cartographie, voir maintenant quels sont les outils, quelles sont les structures que nous mettons en place pour gérer maintenant ce réseau. Le groupe de travail sur l'identification des réseaux enterrés se compose de plusieurs experts provenant des ministères et des organisations de la société civile. L'État de Côte d'Ivoire et la société Taurus Gold ont signé une convention. Elle porte sur l'exploitation de la mine d'or d'Afema dans le département de Maféré, c'est dans le sud-est du pays. Cette mine sera exploitée pendant 20 ans. Les réserves globales du gisement sont évaluées à 43 tonnes. Paul Kouadio, Abou Sanogo signe ce reportage. Les ressources minières ivoiriennes sont très prisées par les multinationales. Comme en témoigne cette nouvelle signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Taurus Gold portant sur le permis d'exploitation d'or accordé à cette société dans le département de Maféré au sud-est de la Côte d'Ivoire. La durée d'exploitation de la mise d'Afema est estimée à 20 ans et les réserves globales du gisement sont évaluées à 43 tonnes. Des investissements profitables à l'État et à la région qui accueille le projet. C'est un investissement de 70 milliards de francs CFA qui va être réalisé dès l'année prochaine. Et la mine va employer près de 400 personnes de manière permanente, sans compter les emplois indirects qui vont être créés donc, autour de cette mine. C'est un investissement important. Ça va impacter donc, le développement de la région, ça va impacter la production d'or en Côte d'Ivoire, puisqu'aujourd'hui nous sommes à plus de 18 tonnes d'or. Dans le cadre des responsabilités sociétales de l'entreprise, conformément aux dispositions du Code minier, la mise en place d'un fonds de développement communautaire est prévue. Taurus Gold entend jouer sa partition. Nous sommes très heureux de signer cette convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Ça démarre la construction de notre mine et de la coopération avec toute l'équipe du ministère, la direction de mine et les communautés de développement sur la région. Cette convention pour l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire est la 6e après celle des mines d'Iti, Bonikro, Tongon, Agbaou et Sizengui. Le gouvernement compte tirer profit de ce secteur en plein essor pour diversifier ses ressources. Le Ghana vient d'accueillir le 4e congrès des économistes africains organisé par l'Union africaine. Les réflexions ont porté sur l'industrialisation du continent. Que pensent les jeunes économistes de l'industrialisation du continent africain? Élément de réponse avec notre envoyé spécial Noël Nyagno. Le congrès des économistes africains, un espace de rencontre conçu par les Africains pour les Africains à l'effet de trouver aux problèmes des Africains et de l'Afrique des solutions endogènes. Il se tient tous les 2 ans après une sélection rigoureuse des participants. Pour ce congrès, nous avons reçu plus de 100 communications. Les économistes qui vivent en Afrique comme dans la diaspora, qui nous ont envoyé des projets de communication. Nous réunissons un comité scientifique qui fait le tri des communications les plus pertinentes. Pour les 4e assises, ils nous donnent à faire jour la participation de jeunes chercheurs africains. Une participation que les concernés saluent à sa juste valeur. C'est un grand honneur d'être ici. C'est un peu la matière grise en Afrique qu'on réunit. Ils ont sélectionné les meilleurs papiers, les meilleurs articles dans le domaine industriel.
Et c'est très intéressant pour moi parce que je pense que c'est l'occasion de partager. Nous, jeunes, nous pouvons contribuer pour quelque chose, nous pouvons apporter quelque chose au développement industriel de l'Afrique et nous pouvons aider à construire l'Afrique de demain. Belle initiative, il est temps que les Africains prennent le taureau par les cornes, qu'ils prennent le temps de s'asseoir, de discuter très concrètement et très efficacement des problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui par nos États, mais aussi par les secteurs privés africains. Mieux, ils ont leur vision du développement économique de l'Afrique. Pour industrialiser, il y a d'abord un développement énergétique qui s'impose, qu'on n'a pas encore. Ça, je le comprends. Mais avec les petits moyens que nous avons, par exemple pour la pratique, nous pouvons développer les produits que nous avons comme produits de base ou produits phares dans nos différents pays africains. Pour cette vision-là, les jeunes chercheurs invitent au travail et à la persévérance. Concernant par exemple les jeunes qui sont consciencieux, qui sont capables d'avancer, je pense que nous devons tous travailler à faire le maximum, à aller vers l'excellence pour pouvoir contribuer au développement du pays, au développement de l'Afrique concrètement. Nous avons besoin de gens qui peuvent imaginer des choses, des gens qui peuvent voir loin. C'est une étape, ils peuvent être accompagnés, de faire justement en sorte que leurs idées puissent soit être utilisées, soit être transformées, soit être retraitées pour l'adapter aux réalités que nous avons. Voilà des propos qui augurent d'un avenir certain de l'Afrique. Le comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive veut rendre visibles ces actions. Le comité vient de lancer ses activités. L'objectif est clair, intensifier sa lutte, nous explique Herman Niamien. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme demeure une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. En lançant officiellement les activités du comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le gouvernement veut rendre les activités de ce comité plus visibles. Avant ce comité, il y avait une cellule nationale qui était logée dans nos services au Trésor et ce comité vient en remplacement avec une plus large ouverture au niveau des intervenants, de manière à sensibiliser l'ensemble des parties prenantes qui pourraient être concernées sur la collecte de l'information relative aux mouvements illégaux de capitaux. Nialé Kaba a souligné que cette réunion vient à point nommé au vu des événements qui se succèdent dans le monde en cette période. Elle a donc demandé à l'ensemble des partenaires impliqués dans cette lutte de trouver des solutions adaptées en vue de juguler le fléau. Dans son intervention, le colonel Idrissa Touré, président de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, a rappelé la nécessité pour la Côte d'Ivoire de se conformer aux critères internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au risque d'être taxé de pays non coopératifs par les évaluateurs internationaux, principalement la Banque mondiale et le FMI. La deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire s'est ouverte aujourd'hui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et développement. Mais quel bilan dressé du C2D? En tout cas, les participants disent que ce bilan est jugé satisfaisant. Le témoignage de Herman Niamien. Le projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire vise à rénover la recherche pour la mettre au service du développement en Côte d'Ivoire. 2 secteurs ont été sélectionnés, la santé et la technologie. Dans chaque secteur, 5 projets sont financés à hauteur de 85 millions par projet. C'est pour faire le bilan à mi-parcours de la réalisation de ce projet que le comité de pilotage s'est réuni ce jour. La plupart des projets ont atteint leur vitesse de croisière. Les laboratoires ont été équipés, donc renforcement de capacité des laboratoires, renforcement des capacités également des ressources humaines. Dans le domaine de la valorisation également, il y a des appuis. Président de cette rencontre, le ministre Niamien Kounan, qui avait à ses côtés l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a traduit toute sa gratitude aux partenaires et exhorté le comité à faire davantage pour une meilleure rentabilité des projets. Je voudrais remercier nos partenaires. Nous avons noté avec satisfaction que dans ce cadre-là, des bourses ont été accordées à des étudiants en master et à des doctorants
Cette réunion de ce matin, deuxième comité de pilotage du projet AMRUJ, je suis mais vraiment, cela dépasse même ma satisfaction, ce que j'attendais, parce que les débats sont riches, les travaux sont vraiment très efficaces. Cette réunion de haut niveau est la deuxième du comité de pilotage. Rappelons que ce projet a débuté en 2012 pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans le développement de la recherche et le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire instruit les chefs d'entreprise sur le nouveau code du travail. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les participants sur le contenu de ce code, les pouvoirs et obligations qu'il confère afin de les amener à gérer au mieux leurs entreprises. On retrouve Herman Niamien. Adopté par les députés le 20 juillet 2015 et promulgué le 14 septembre de cette même année, le nouveau Code du travail est en vigueur depuis le 18 septembre 2015. Près de 3 mois après son entrée en vigueur, plusieurs chefs d'entreprise ne sont pas au fait des nouvelles dispositions. C'est ce qui justifie cette formation initiée par l'INADSI, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, au profit des responsables d'entreprise. Cette session de formation a un grand intérêt pour l'INADSI, en ce sens qu'elle nous permet de donner à nos membres, n'est-ce pas, une connaissance exhaustive des outils de gestion afin d'assurer au mieux les intérêts même de nos entreprises. Le nouveau code du travail, au dit des formateurs, crée l'équilibre entre employeurs et employés. Le nouveau code du travail consacre un compromis des négociations entre les acteurs sociaux, c'est-à-dire le patronat et les employés. Les équilibres ont été réalisés. Le chef d'entreprise, il va de soi, a toujours les pouvoirs qu'il a, parce que c'est quand même lui qui a créé son entreprise. Et à côté, il y a des travailleurs qui eux aussi ont des droits et qu'il faut respecter. Un droit fort qu'a le travailleur aujourd'hui, c'est par exemple le droit de se retirer d'une situation de danger. Le nouveau code du travail s'inscrit dans le programme de modernisation et de redressement de l'économie nationale dans lequel la Côte d'Ivoire s'est engagée. Il poursuit également une triple ambition: doter les entreprises de l'outillage juridique leur permettant de satisfaire leurs besoins en main-d'œuvre au plus près des impératifs de production, de concurrence et de développement, préserver les droits fondamentaux des salariés, voire les renforcer chaque fois que possible, et réhabiliter l'entreprise en tant qu'institution d'initiative privée porteuse de richesses et d'emplois. La nouvelle est tombée aujourd'hui. La Cour pénale internationale annonce que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est physiquement et mentalement apte à participer à son procès pour crime contre l'humanité qui doit s'ouvrir le 28 janvier prochain. 63 détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan formés au métier agricole ont reçu leur diplôme. Le ministère de la Justice, initiateur de ce projet, veut ainsi faciliter la réinsertion socio-professionnelle des détenus une fois sortis de prison. Roger Appé, Thomas Gessambi. La rééducation pour un changement de comportement des détenus, mais aussi leur réinsertion socio-professionnelle. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en fait son cheval de bataille. Et la dynamique ne peut faire que des heureux. 63 détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan viennent de recevoir leur diplôme des mains de Nyenema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Nous avons besoin de faire en sorte que le passage en maison de détention ou de correction ne soit pas un moment creux. Il faut que pendant que ces personnes qui sont détenues y sont, qu'elles aient l'opportunité, pour celles qui n'avaient pas une formation professionnelle avant d'y accéder, ou pour celles qui souhaitent se reconvertir à la sortie, de pouvoir subir ces formations. 4 mois durant, ces détenus ont reçu des formations dans le domaine de l'agriculture, notamment la connaissance des sols, des cultures vivrières et des techniques de ferme.
Objectif, les occuper sainement du temps de la détention et leur permettre d'acquérir des compétences agricoles pour une meilleure réinsertion sociale. En remettant les diplômes, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme exhorte les bénéficiaires à mettre en pratique la formation une fois hors des prisons. Le porte-parole des bénéficiaires, lui, fait des recommandations au ministre. Il souhaite la création d'un site de regroupement afin de réussir la resocialisation, la création des projets pour la réinsertion des détenus. L'Union internationale de la presse francophone s'intéresse à la question du genre. L'UIPF, réunie à Lomé au Togo, réfléchit sur le thème « La place des femmes dans les médias francophones ». Prennent part à ces 44e assises de l'Union internationale de la presse francophone, 300 journalistes et des représentants des médias de 39 pays francophones. La Côte d'Ivoire y est représentée avec 14 journalistes. La délégation ivoirienne est conduite par Alfred Danmoussa, membre du comité de l'Union internationale de la presse francophone. 2 semaines, jour pour jour, après les attentats de Paris et de Saint-Denis, le pays a rendu un hommage national aux 130 morts et aux 350 blessés dénombrés lors de ces attaques. Plus de 2000 personnes ont assisté à cette cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État français. Le nom des 130 morts ont été prononcés. François Hollande a indiqué, et je cite, « Ceux qui sont tombés ce 13 novembre incarnaient nos valeurs et notre devoir est plus que jamais de les faire vivre. Nous ne céderons ni à la peur, ni à la haine. » Fin de citation. Le pape François poursuit sa tournée en Afrique. Il est arrivé cet après-midi en Ouganda, 2e étape de son voyage en terre africaine après le Kenya voisin. Face aux Kenyans ce matin, le pape François a dénoncé les blessures de la pauvreté et mis en garde la jeunesse contre les idéologies fanatiques. Il a plaidé pour le dialogue entre les religions. Le Kenya, dont l'armée est engagée en Somalie contre les islamistes Shebab, a été le théâtre d'attentats comme la tuerie sur le campus universitaire de Garissa en avril, où 148 personnes, souvenez-vous, des chrétiens pour la plupart, ont été assassinés. Terminons ce journal par ce télégramme adressé par le président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue nigérien. Un village dans le sud-est du Niger a été attaqué hier par le groupe terroriste Boko Haram. 18 personnes ont été tuées. Face à ce drame, donc, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé un télégramme à son homologue nigérien pour lui exprimer son soutien et celui du peuple ivoirien. Et on retient que ce vendredi 29 novembre marque la fin de la campagne pour les législatives et la présidentielle 2015 au Burkina Faso. Dimanche, donc, les Burkinabés iront aux urnes. Notre envoyé spécial sur place, Alexis Ouedraogo, reviendra dans nos prochaines éditions sur les temps forts de cette journée et les enjeux de ce scrutin. Merci à vous tous de votre aimable attention. Allez, on prend rendez-vous demain à la même heure, 20h, sur la même chaîne RTI 1.